Donc nous laissons la parole maintenant à Estelle Guilly-Début, directrice du musée de Pont-Aven, pour la présentation de toute la stratégie mise en place à l'occasion de la rénovation de son musée et de la présentation, la nouvelle présentation de l'école de Pont-Aven. Alors bonjour à tous. Je vous remercie l'ICOM pour votre invitation et le musée des Confluences également. Je sors tout juste du chantier du musée de Pont-Aven, donc je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur avec vous aujourd'hui, puisque des fois quand on est un petit peu trop dans le chantier, on a du mal à faire ressortir les contraintes vécues et les points forts, et je vais essayer de m'y employer. Alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous avaient pu déjà parcourir le Finistère Sud et peut-être Pont-Aven en particulier. Et donc, de fait, Pont-Aven est extrêmement connu puisque depuis déjà la fin du 19e siècle, c'est vraiment un village touristique où en fait la population grandit subitement à compter du mois d'avril jusqu'au mois d'août à peu près pour redescendre ensuite et connaître une vie hivernale beaucoup plus calme. Alors, pour donner quelques indicateurs, Pont-Aven, c'est 2700 habitants aujourd'hui. Et le musée, au plus fort de sa fréquentation, donc en particulier l'an passé, lorsque nous avons ouvert les portes du nouvel établissement, a accueilli 125 000 visiteurs. Donc voilà, il y a une sorte de contraste entre la taille de cette commune et puis l'accueil touristique qu'il faut pouvoir y assurer, et qui bien sûr est extrêmement lié, c'est d'actualité, au nom de Paul Gauguin, qui est venu à 5 reprises en tout et pour tout, et qui a vraiment inscrit le nom de Pont-Aven sur la carte du monde, je crois, on peut le dire. Et c'est vrai que nous avons cette chance que de pouvoir bénéficier de cette appellation École de Pont-Aven, qui n'est finalement pas tellement représentée en Bretagne ou en France, pour revenir à l'introduction de Françoise d'Alex. Mais peut-être, effectivement, malheureusement pour nous, il faut aller voir les chefs-d'œuvre beaucoup plus loin. On pourra dire par exemple que la vision du sermon de Gauguin est à Édimbourg. Les Bretonnes dans la prairie sont en collection privée de Bernard, donc assez inaccessible, sauf à l'occasion d'expositions temporaires. Et les plus grands chefs-d'œuvre de Gauguin et de Bernard, d'une manière générale, peut-être mis à part l'exemple du musée d'Orsay, eh bien, sont aussi bien répandus dans les musées japonais, par exemple. Alors malgré tout, à Pont-Aven, il y a déjà de cela quelques années, une poignée de passionnés, peut-être un petit peu fous aussi, ont voulu créer un musée. Donc la première intention était apparue dans les années 60, notamment à l'initiative de Maurice Mallingue à l'époque, qui avait réussi à organiser des expositions temporaires à Pont-Aven pour rendre hommage à cette fameuse école de peinture, école de Pont-Aven. Et puis finalement, il y avait une forme de frustration qui était là, puisque pas de musée, pas d'œuvre pérenne. Et sitôt l'événementiel passé, eh bien, les touristes venant à Pont-Aven n'avaient pas accès aux œuvres d'art en tant que telles. Et donc peu à peu germe l'idée de musée. Et c'est véritablement en 1985 qu'est inauguré le tout premier. Alors ça peut surprendre, mais c'est important pour moi de le souligner. Le musée de Pont-Aven, lorsqu'il est ouvert en 1985, n'a aucune collection à son actif. Aucune. Zéro. En revanche, le premier conservateur qui m'a précédé, Catherine Puget, s'était employée très activement, et c'est une ressource sans prix aujourd'hui, à collecter activement les archives en main privée. Donc elle a vraiment fait connaissance avec les habitants de Pont-Aven, du Pouldu à côté et au-delà, pour collecter un maximum de témoignages que nous abritons aujourd'hui dans le centre de ressources, qui est devenu en fait un lieu de recherche repéré pour ceux qui travaillent sur l'école de Pont-Aven. Et nous accueillons des chercheurs du monde entier au fil des mois de l'année. Et puis finalement, le musée ouvre en 1985 dans une architecture assez modeste et trouve rapidement son public. Et donc, lorsque moi-même je prends mes fonctions en 2006 dans ce musée, eh bien, en moyenne, il accueillait environ 50 000 visiteurs par an. Donc, c'était loin d'être négligeable. Et malheureusement, on était un petit peu au maximum de nos possibilités, notamment entre le mois de juillet et d'août, puisqu'il nous était difficile d'accueillir les visiteurs qui se présentaient, qui souvent cheminaient un petit peu au coude à coude. Et puis en même temps, évidemment, les conditions de conservation et de sécurité des œuvres n'étaient plus garanties.
Et de là est née l'idée d'abord d'une extension de ce musée. Donc lorsque je prends mes fonctions, le maire de Pont-Aven, les élus, avec bien sûr le service des musées de France, me demandent de rédiger, à moi aussi, un projet scientifique et culturel. Et au départ, je ne vous cache pas que je prends le mot extension à la lettre. Et en fait, assez rapidement, j'ai l'impression qu'on fait fausse route. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bâtiment d'origine, de fait, il n'avait pas été vraiment conçu pour accueillir des œuvres, il n'y en avait pas à l'époque. Donc, on ne s'était pas posé la question de la réserve, on ne s'était pas posé la question de services de médiation, etc. Et donc, je me suis dit, il faut plutôt partir d'une page blanche. Donc, j'ai pris le parti, en fait, de rédiger ce projet scientifique et culturel un petit peu détaché du lieu musée d'origine, mais en revanche très lié au site Pont-Aven. Et en fait, je faisais le constat que l'ancien musée, je vais le nommer comme tel désormais, l'ancien musée était finalement un peu trop en repli sur lui-même. D'ailleurs, on ne le trouvait quasiment jamais. Les gens avaient peine à le trouver. Il fallait vraiment passer par les renseignements des commerçants, par l'office de tourisme pour identifier l'entrée. Et par ailleurs, en fait, ce musée n'était pas du tout ouvert sur les paysages d'inspiration de nos peintres de Pont-Aven. Donc, aucune ouverture par rapport au Bois d'Amour à proximité, aucune ouverture par rapport à ce fameux clocher d'église qui apparaît dans beaucoup d'œuvres du synthétisme, etc. Donc, tout cela est mentionné dans le projet scientifique et culturel. Et puis, arrivé au terme de ce projet, eh bien, il est venu pour les élus de choisir le lieu. Et donc, au moment du choix du lieu, à l'unanimité, je peux le dire, le conseil municipal réclame à ce que le musée reste au centre. Ce qu'il était déjà, en fait, sa place, le centre, mais le centre caché. Et il fallait le centre visible. Et donc, il y avait une place évidente qui se dessinait. Encore une histoire de place finalement, c'était ce qu'on appelait la place de l'hôtel de ville. Et il devenait dans ce cas évident que l'hôtel de ville devait céder sa place au futur musée. Donc là, c'est jamais simple comme équation. Je pense que ça va avoir un effet de résonance parmi de nombreux collègues. Et dire aux élus, écoutez, les services municipaux n'ont plus leur place ici, il faut vraiment l'envisager pour le musée, ça prend quelques mois. Et mine de rien, ils étaient quand même très attachés à cette centralité. Donc, assez rapidement, on trouve une solution pour installer ailleurs, en fait, les services municipaux. Et on officialise de fait que le musée prendra place là où se situait l'hôtel de ville, mais surtout, l'hôtel de ville avait pris la place de l'ancien hôtel des peintres, qu'on appelait l'hôtel Julia, et je vous le présenterai tout à l'heure. Donc, le lieu est choisi. Et au terme d'un concours d'architecture, c'est donc l'atelier de Lille qui gagne ce concours et qui précisément va devoir relever ce défi, conserver l'esprit des lieux de l'ancien hôtel des peintres, avec tout ce que ça pouvait impliquer, et en même temps apporter une certaine forme de modernité pour accueillir de nouveaux services et être aux normes de la conservation. Donc l'atelier de Lille va finir par proposer un schéma que je vais vous montrer tout de suite parce que ce sera plus parlant. Donc en fait au centre vous trouvez ce qui est l'hôtel Julia. Au niveau de la réserve actuelle, une partie de l'ancien musée. Et tout au fond, finalement, l'aile contemporaine qu'ils vont rajouter pour répondre aux besoins en superficie exprimés au moment du programme. Donc, vous voyez en fait qu'une part belle a été faite au parcours d'exposition permanente et temporaire, sans négliger non plus les espaces logistiques qui nous sont chers dans le fonctionnement en interne, et aussi un espace d'accueil pour les publics, notamment billetterie, librairie, complètement repensé. Alors, maintenant, puisque j'ai présenté l'enveloppe, l'esprit architectural, comment avons-nous, d'une certaine manière, réécrit l'histoire ? C'était aussi un travail d'équipe, un travail collectif que j'ai mené avec mes collaborateurs, puisque, de fait, nous n'avions aucun chef-d'œuvre majeur de l'école de Pont-Aven.
On avait eu une politique d'acquisition par le passé peut-être un petit peu dispersée, mais qui était louable malgré tout. Je dirais, pour la résumer et vraiment sans dénigrer, mais il fallait combler une forme d'horreur du vide. Donc l'enjeu, c'était d'acquérir, mais pas forcément, des fois, avec le temps que cela implique. Donc on avait acquis par le passé beaucoup d'œuvres sur papier, mais sans avoir les conditions de conservation à l'époque pour les présenter. Et puis, finalement, on passait à côté peut-être d'œuvres plus chères, parce qu'à force de disperser le budget au fil de l'année, à la fin, on ne pouvait plus rassembler une somme importante, et l'école de Pont-Aven n'est pas donnée sur le marché de l'art. Donc, on a repensé le discours, et je vais vous présenter le diagramme formalisé au moment de l'étude de programmation. J'ai un petit peu du mal à... Voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'au cœur du projet, c'est la bulle centrale. On voulait vraiment défendre la notion de synthétisme et d'école de Pont-Aven, en ayant à l'époque à peu près 10 Gauguin à notre actif, une vingtaine d'Émile Bernard et quelques œuvres de Sérusier et Denis. Mais surtout, il fallait rappeler l'histoire telle qu'elle s'était faite à Pont-Aven et qui passait assez inaperçue, finalement. C'est qu'à l'origine, si Gauguin, Bernard viennent dans cette bourgade de Bretagne, comme il disait, c'est parce qu'ils ont eu avant eux des artistes qui ont fait connaître Pont-Aven. Et notamment les artistes américains, qui ont été les tout premiers à venir, dès les années 1850, et notamment avec les encouragements de Robert Wiley, qui est vraiment tombé amoureux de Pont-Aven dans tous les sens du terme, et qui a entretenu une correspondance assidue avec un des journaux de Philadelphie de l'époque. Donc c'est assez drôle, parce que quand on regarde les archives, on peut connaître la vie de Pont-Aven depuis Philadelphie. Et finalement, ça a entraîné ce qu'on a appelé toute une colonie d'artistes américains sur place. Les Américains venaient nombreux se former à Paris à l'époque. L'été, les académies privées à Paris étaient fermées, et donc les artistes ne repartaient pas dans leur pays, mais cherchaient des lieux d'inspiration. Donc ils ont pu aller aussi à Barbizon, par exemple, mais ils ont aussi poussé jusqu'à Pont-Aven, surtout lorsque la voie ferrée l'a autorisé. Ils arrivaient à Quimperlé et prenaient ensuite une diligence. Les Américains ont été rejoints par les Européens, notamment ceux d'Europe du Nord, et c'est seulement à partir de 1886 qu'on recense le premier séjour de Paul Gauguin à Pont-Aven. Donc voilà, on a vraiment développé le discours et le récit sur cette première partie, et aussi sur ce qui se passe a posteriori. Que se passe-t-il à Pont-Aven lorsque Pont-Aven quitte en lorsque Gauguin quitte en 1894? Et là encore, on ne s'arrêtait pas beaucoup sur cet aspect de l'histoire de Pont-Aven, comme si, passé le séjour de Gauguin, il n'y avait plus rien qui voyait jour à Pont-Aven. Or, il y a des éléments historiques très intéressants à rapporter, et je suis personnellement très attachée à la figure de Jean Deyrolle, un artiste de l'abstraction qu'on a peut-être un petit peu négligé par moment, et qui, lui, venait à Concarneau, en fait, retrouver sa famille, et a eu accès assez rapidement à l'atelier de Paul Sérusier, grâce à la veuve de Paul Sérusier, et qui a été définitivement marqué par cette découverte de l'atelier de l'un de ses membres du groupe, Nabi, et qui a bien dit que lorsqu'il a vu des Sérusier, en fait, il a eu accès comme ça aux voies de l'abstraction. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le talisman rapporté ici, on voit tout à fait en germe à quel point un artiste peut se détacher de l'observation, de la figuration, pour tendre vers autre chose finalement. Donc après, il fallait aussi trouver les œuvres pour correspondre au récit. On a repris toutes les bases historiques, toutes les archives, et les œuvres, nous ne les avions pas forcément. Donc, avec mon équipe, on a entamé toute une politique en fait de négociation de dépôt déjà, et puis aussi d'acquisition. Donc, le temps des 3 ans de travaux dans le dur, on va dire, on a pu faire entrer près de 40 œuvres nouvelles pour précisément servir le récit, servir le parcours. Alors du coup, ça donne ceci, la découverte du musée de Pont-Aven, et si vous n'y êtes pas encore allé, je vous invite à venir également. Donc lorsque vous arrivez, vous verrez depuis la place rebaptisée place Julia,
Ce n'est plus la place de l'Hôtel de Ville, la place Julia en hommage à Julia Guillou qui a créé cet hôtel. Vous voyez en fait une bâtisse assez impressionnante dans ces volumes. Et surtout, vous noterez en partie supérieure gauche ces grandes verrières. Et de fait, Julia Guillou, extrêmement visionnaire dans son accueil de clientèle, finalement, elle savait qu'elle allait surtout accueillir des peintres. Eh bien, elle proposait non seulement les chambres et le couvert, mais aussi les ateliers pour les artistes. Et donc, l'architecte des Bâtiments de France, qui a aussi accompagné notre projet, avait vivement encouragé la réhabilitation de ces verrières, parce que finalement, ça faisait sens pour l'histoire du lieu, sens pour la peinture que nous défendons et les œuvres graphiques. Et les verrières étaient donc orientées nord, comme souvent, pour la qualité, l'ambiance lumineuse. Donc là, vous avez un aperçu des salles, donc ça n'a plus rien à voir avec l'ancien musée, et notamment parce que nous avons pris le parti de la couleur pour les cimaises. Auparavant, les murs étaient blancs, et là, nous sommes partis du talisman pour en extraire en fait quelques tons et les semer comme ça au fil du parcours. Et en fait, la couleur annonce en général une thématique nouvelle pour le visiteur. Et ici, c'est important pour moi de vous les présenter pour rendre le discours plus cohérent. Vous voyez ce qu'était l'hôtel Julia à l'origine, donc vous retrouvez très bien les verrières d'atelier, la grande salle de restaurant, qui a aussi accueilli des célébrités comme le Dr Barnes, par exemple, qui appréciait cette table, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, certains avaient suggéré que ça devienne un lieu d'exposition, et j'y étais personnellement opposée pour plein de raisons. D'une part, parce que je trouvais que les conditions d'éclairage seraient assez compliquées à gérer, du fait des vitres de part et d'autre, et surtout parce que précisément, je voulais qu'on garde de l'esprit de l'ancien hôtel. Il ne s'agissait pas d'occuper un lieu et d'oublier son histoire, il fallait au contraire la souligner. Et donc, ça fait partie du parcours de visite. Le visiteur a accès à l'ancienne salle de restaurant, complètement réhabilitée. Et aussi, nous avons sollicité une présence d'artistes contemporains. Donc, nous avons mené une commande 1%, et c'est Nathalie Crassé qui a gagné le concours. Et je trouve qu'elle a complètement assimilé l'histoire du lieu. C'est-à-dire qu'elle a, d'une part, fait œuvre de création, véritablement, avec des lustres inédits. Et en même temps, elle s'est ancrée dans la collection, puisque les 3 tapis au sol sont autant de cercles chromatiques qui rappellent chacun une des œuvres du parcours de la collection permanente. Donc, par exemple, le tapis que vous voyez au premier plan correspond à la toile Les Porcelets de Paul Sérusier que nous présentons. Alors ensuite, je rappelle ici les différentes thématiques du récit dans la collection permanente. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, comme ça paraît limpide, mais pour arriver à cette synthèse, ça a été des mois de réflexion. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est qu'on a tenu à faire ressortir l'importance du japonisme dans le parcours, ce qui n'était pas le cas du tout auparavant, alors que nous avons des estampes japonaises à défendre. Et puis, on a voulu aussi évoquer davantage la mémoire des nabis, puisque ce groupe de prophètes de l'art a complètement repris les principes énoncés par Gauguin pour les faire siens et aller un petit peu plus loin dans l'investissement de tout support, et notamment tendre un peu plus vers un art assumé comme décoratif. Alors voilà, moi aussi j'ai voulu rapporter quelques œuvres pour illustrer le propos, donc c'est toujours mieux de les voir en vrai. Voilà certaines œuvres de Gauguin que nous présentons. Donc la plus connue est sans doute ce pastel, puisque acquis juste après le vote de la loi à Yagon, ça a été une grande opération de mécénat dans une collectivité territoriale. Il a été acquis pour 480 000 € à l'époque. Donc dans un petit village, c'était un événement. Et puis un exemple de dépôt du musée d'Orsay, avec lequel nous avons signé en décembre dernier une convention de partenariat pour 5 ans, à l'image un petit peu de ce qui s'est joué pour le musée Courbet à Ornans. Voilà quelques Émile Bernard que nous conservons, Sérusier, et je ne pouvais pas souligner le dépôt du musée des Beaux-Arts de Lyon, que je remercie toujours.
Voilà, alors parmi les très belles œuvres que nous avons, il y a notamment ce Meilleur de Hahn qui est remarquable et rare, puisqu'on n'a quasiment plus dans le monde d'œuvres de Meilleur de Hahn. Il a brûlé une grande partie de son atelier. Et puis j'arrive quasiment au terme du parcours pour finir ma présentation et dire aussi qu'on a dû se poser la question comment compenser les manques, parce que c'est vrai pour toute collection, je crois, il y a toujours des manques à regretter. Et on a choisi, nous aussi, d'avoir des outils multimédia dans nos salles, ce qui n'était pas le cas non plus du tout dans l'ancien musée. Mais on a retenu 2 cas possibles de multimédia. Pour nous, ils venaient en soutien lorsque les documents étaient trop rares pour être présentés en permanence. Et puis, pour compenser les chefs-d'œuvre incontournables à la compréhension, notamment de l'école de Pont-Aven, qu'on ne pourrait jamais prétendre avoir en dépôt longue durée. Donc concrètement, ça s'illustre par la proposition d'audio-guide lorsque nous n'avons malheureusement pas assez de médiateurs culturels pour accueillir les groupes. Ça se traduit aussi par une projection immersive que vous apercevez ici. Donc nous sommes partis en fait du fond de carte postale ancienne du musée qui est vraiment remarquable pour proposer en fait à nos visiteurs une mise en contexte. Et c'est assez agréable comme impression puisque en fait vous parcourez le port, vous découvrez les moulins de Pont-Aven, un petit peu tels que les ont connus nos artistes de cette époque. Et puis on a proposé, vous le voyez en bas à droite, des écoutes sonores. Nous sommes riches de correspondances d'artistes. C'est jamais très simple de les rendre accessibles. Donc, lorsqu'on prend les douchettes sonores, eh bien, on a accès à différentes lectures de correspondances. Et puis, il y a 2 dispositifs qui ont été appréciés particulièrement par les publics. D'une part, c'est celui que vous devinez en haut à droite. On a proposé en fait à nos visiteurs, qu'ils soient d'ailleurs adultes ou plus jeunes, de revivre la leçon au bois d'amour que Gauguin a pu donner à Paul Sérusier et qui permet de donner naissance au talisman. Et donc, le visiteur se met soit dans la peau de Gauguin, soit de Sérusier, et vit cette leçon de peinture en maître ou en élève, et traduit à sa manière en fait le paysage, puisque cette leçon de peinture, elle est basée sur l'observation, certes, mais surtout sur la transmission des émotions, beaucoup plus que sur la réalisation d'une photographie, d'une peinture parfaite et strictement conforme à la réalité observée. Et puis, autre dispositif qui fait école dans d'autres musées de la région Bretagne notamment, c'est cette explication des techniques de l'estampe. La réflexion a été très nourrie dans ce projet par les observations de nos visiteurs et souvent, ils s'adressaient aux agents d'accueil en demandant c'est quoi une zincographie, c'est quoi une eau-forte, etc. C'est vrai que c'est jamais simple à assimiler tant qu'on n'a pas vu faire. Et finalement, nous avons pris le parti d'aller réaliser des films au musée de l'imprimerie à Nantes. Et on est parti sur 6 techniques parmi celles les plus représentées dans notre collection pour visualiser le temps de 2 minutes à chaque fois ce qu'est l'eau-forte, la gravure sur bois, la lithographie, etc. Et donc le visiteur a juste appuyé sur la matrice. Donc on devine la pierre lithographique, les reliefs du bois, etc. pour déclencher le film. Et visuellement, en 2 minutes, vous avez accès à cette technique. Et voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Donc, pour conclure, en fait, je voulais dire que ça n'est jamais complexe de repenser un parcours au complet et jamais simple non plus de repenser un musée dans son intégralité. Je crois qu'on peut dire qu'il y a des imperfections dans notre nouveau musée qu'il nous faut assumer aujourd'hui. Alors, je peux en rapporter une notamment, par exemple... nos visiteurs peuvent parfois regretter un manque de recul par rapport aux œuvres. Alors, je suis quand même un petit peu surprise de les entendre dire cela, parce que dans l'ancien musée, il y avait de fait vraiment un manque de recul permanent. Alors qu'aujourd'hui, vous avez pu le deviner, il y a des salles assez grandes quand même qui permettent un flux agréable. Mais c'est vrai qu'il y a des espaces parfois très cloisonnés, parce que nous avons pris le parti avec l'architecte de garder le tracé des chambres. On aurait pu ne pas le faire, mais on l'a fait pour le respect de l'esprit des lieux et aussi parce que dans l'ancien musée, les visiteurs apprécient une forme d'intimité. Alors, ça faisait vraiment écho ce que tu disais
Dominique tout à l'heure. Et on s'est dit, on ne peut pas proposer à nos visiteurs un lieu complètement redimensionné, qui ne serait plus du tout cloisonné, avec que des espaces très très grands, trop grands, où le visiteur serait finalement perdu par rapport aux expériences antérieures. Donc voilà, on a essayé de faire coïncider plusieurs attentes et dans ce cas-là, il n'y a jamais 100% de satisfaction, bien entendu. Mais en tout cas, le musée a trouvé son public et j'ai eu un mot de l'une de mes collaboratrices tout à l'heure qui me disait que nous allions aujourd'hui accueillir le 100 millième visiteur cette année. Donc voilà, on sait qu'une réouverture, c'est toujours un succès en général la première année. Ça peut être plus difficile les années suivantes. Et je dirais que c'est plutôt rassurant pour nous. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, certains reviennent déjà pour vraiment vivre la programmation culturelle, les expositions temporaires qui ont fait largement, je dois le dire, la renommée du musée de Pont-Aven depuis 1985. Voilà, je vous remercie.